Exactement 17h04. Nous avons avec nous en visuel Mathilde Tissier. Elle est co-auteure de l'étude sur les espèces menacées au Canada. Bon après-midi, Madame Tissier. Bonjour, Ça va bien? ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes co-autrice, co-auteur, ça se dit, co-autrice Oui, aussi, auteur. Oui, oui. de cette étude et qui vient comme donner un coup de pied dans la fourmilière, quant à moi, parce que tout le monde dit que les mesures qui sont prises pour protéger l'environnement ne donnent pas de résultats. Et votre étude dit effectivement, on commence à voir une régression par rapport à ces espèces menacées au Canada, justement par rapport aux mesures qui sont prises pour protéger l'environnement. Ça contredit totalement ce qui se dit actuellement à d'autres niveaux. Alors c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas récupéré. Donc là, on a regardé les espèces qui se portent mieux. Et en général, en recherche, on s'intéresse un peu aux causes du déclin et à ce qui ne fonctionne pas pour y remédier. Et c'était l'idée justement de la première auteure de cette étude, Lauren Schiller, le docteur Lauren Schiller, qui voulait regarder, utiliser plutôt un angle positif. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des espèces pour lesquelles les mesures de conservation ont donné de bons résultats, et justement pour pouvoir appliquer ça aux espèces pour lesquelles il n'y a pas de succès. Ça, c'est Donc, de manière très générale. Oui, c'est sûr que entre-temps, on a perdu beaucoup d'espèces menacées, mais si ça devrait continuer, au moment où on se parle, aujourd'hui, on ferait une étude pour consacrer qu'effectivement, ça n'a pas changé, mais au contraire, cette étude nous dit effectivement qu'il y a une chute dans ce qui se faisait, c'est-à-dire des espèces menacées. Et parmi ces espèces-là, on parle de beluga, entre autres, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Alors, malheureusement, le beluga est une des espèces pour lesquelles les mesures de conservation n'ont pas bien fonctionné. Et justement, en s'intéressant à ce qui a fonctionné, donc, et d'essayer d'identifier un peu les voies de rétablissement des espèces en regardant celles qui ont réussi, on va dire. On a appris, enfin, il y a une mesure commune qui ressort, c'est que quand on s'intéresse uniquement à différentes mesures de conservation sans éliminer la cause principale du déclin, là où les causes, alors on n'a pas de succès. Et donc l'exemple du beluga, malheureusement, c'est que malgré la désignation d'aire protégée, c'est une espèce qui vit dans le Saint-Laurent et qui est donc exposée à une zone maritime avec énormément de trafic maritime, mais également à de la pollution donc sonore et de la pollution chimique. Et donc, tant qu'on n'adresse pas ces causes-là, malheureusement, les actions de conservation ou tous les investissements vont pas avoir l'effet escompté, alors que pour des espèces comme la loutre ou le faucon, pour lesquelles les causes du déclin, comme l'utilisation de pesticides comme le DDT ou la capture pour la fourrure pour les loutres, quand ces mesures-là sont supprimées, alors les efforts de conservation là vont avoir un bénéfice. Est-ce que je peux comprendre, Madame Tissier, que on doit aller encore plus loin, pousser beaucoup plus loin si on veut protéger le beluga, parce que les autres espèces en général, on commence à voir un changement, n'est-ce pas? On espère que si on continue comme ça, les mêmes mesures, mais pour le beluga, vous parlez même de pollution sonore. Comment on va pouvoir, sur le fleuve Saint-Laurent, arrêter la pollution sonore, l'utilisation de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent? Oui, alors ça, forcément, c'est bien la question quand il y a plusieurs causes de déclin. Alors, pour beaucoup d'espèces, comme le beluga, on a beaucoup de causes de déclin et c'est pas encore adressé. On peut penser aux caribous, on peut penser à certains pollinisateurs comme les bourdons. Donc là, on a encore d'autres espèces qui vont ressembler au beluga, mais pour rester sur le beluga, si on veut pouvoir avoir une restauration des populations, alors il va falloir s'adresser à ces multiples menaces, ce qui est complexe parce que toutes les espèces dépendent d'écosystèmes qui sont sains et qui sont interconnectés. Et donc, il va falloir un engagement fédéral, un engagement provincial fort pour pouvoir préserver ces espèces. Mais tout le monde peut participer un peu à ces efforts. On en parle beaucoup, en essayant de consommer local, en essayant de réduire les trafics à des périodes clés pour les espèces menacées. Vous parlez de réduire le trafic à certaines périodes. Est-ce que c'est au moment où le beluga rentre pour, c'est-à-dire
multiplier, n'est-ce pas, pour pondre des œufs ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y Alors, a une... ouais, le beluga est un mammifère, donc il y a pas il y a pas d'œuf, effectivement, mais moi, je ne suis pas une spécialiste de la biologie du beluga, donc je ne pourrais pas vous dire quelles sont les recommandations exactes à mettre en place pour pour les périodes de beluga. Des spécialistes qui travaillent au gouvernement et dans différentes universités sur ces questions-là, avec le gouvernement provincial et fédéral, pour justement limiter les trafics maritimes aux périodes les plus critiques. C'est effectivement, la période de reproduction est une période importante. Pour ce qui est de la pollution chimique, on a après, en fait, toutes ces problématiques-là vont engendrer des problèmes de santé. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que les problèmes de santé qu'on observe chez les animaux sauvages, ça ne se restreint pas aux animaux sauvages. On observe de plus en plus un lien entre la diminution de la biodiversité, la santé environnementale et la santé humaine. Donc, je pense que chaque personne qui écoute devrait se questionner un petit peu sur toutes ces questions et sur le rôle qu'on peut jouer aussi individuellement sur ces notions de protection de la biodiversité et de santé. Alors, autrement dit, avec une telle étude, on a l'impression que ça nous apporte de bonnes nouvelles, mais ça en soulève tellement d'autres questions, n'est-ce pas? Que l'on doit comprendre que le travail n'est pas terminé, c'est-à-dire les mesures, au contraire, doivent être maintenues et même améliorées si on veut toucher toutes les espèces menacées. Oui, alors je pense que vous avez très bien résumé. Je pense que les efforts de conservation jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été vains. Ils ont permis d'éviter la disparition de nombreuses espèces, donc c'est déjà ça, c'est un bon point. Certaines même enfin, leurs populations se sont améliorées, mais si on veut aller plus loin maintenant, jusqu'au rétablissement des populations il y a une restauration active des espèces, des populations d'espèces menacées, alors il va être nécessaire de s'attaquer aux causes. Et pour ça, ça demande vraiment des efforts à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial et au niveau fédéral. Et maintenant, est-ce qu'on peut comprendre qu'il existe une cohésion entre ces trois paliers de gouvernement, une responsabilisation qui est partagée à ces trois niveaux et que chaque niveau accepte sa part de responsabilité pour travailler avec une certaine cohésion à obtenir des résultats encore plus tangibles? Alors, je pense que la cohésion est nécessaire quand on parle d'espèces menacées parce que les espèces ne s'arrêtent pas, leur distribution ne s'arrête pas à une zone déterminée par des limites, qu'elles soient provinciales ou fédérales. Donc, il y a une cohésion qui est nécessaire pour certaines espèces, même au niveau international, ce qui va être très compliqué quand on parle d'espèces maritimes. Donc, oui, une cohésion est nécessaire. Après, ce qui est important de voir, c'est que des fois, des actions ne se mettent pas en place au niveau fédéral, mais des efforts au niveau local par des populations locales ou par des communautés qui vont travailler ensemble peuvent mener à des efforts de conservation et à des succès de restauration très importants. Et donc, c'est important que toutes les échelles soient impliquées. Et lorsque vous parlez de mesures, généralement, ce qui retient souvent l'attention des décideurs, c'est que ça coûte cher, n'est-ce pas, pour les mettre en application. Pensez-vous, dans ce cas-ci, puisqu'on ne parle pas que nous avons cité les belugas, mais vous avez dit, hein, il y a tant d'autres espèces qui sont menacées, autant la faune que la flore, n'est-ce pas? Est-ce que c'est effectivement une question de moyens qui nous empêche ou est-ce que c'est une question de volonté, effectivement, de mettre toutes nos capacités en action pour pouvoir protéger, effectivement, ces espèces menacées? Alors c'est intéressant parce que justement on a regardé un petit peu les investissements économiques dans la préservation de différentes espèces et on ne voit pas de différence entre les succès et les échecs de conservation. Il y a même certains échecs de conservation qui sont des espèces qui ont reçu énormément d'investissements financiers et donc c'est justement si on met l'investissement, si on met l'argent au mauvais endroit, donc pas à limiter les causes de déclin mais juste à faire des efforts de conservation sans se concentrer sur ces causes de déclin, alors c'est de l'argent perdu. Par contre, si on utilise cette approche de vraiment s'intéresser aux causes du déclin et ensuite de voir quelles pourraient être des mesures de soutien aux espèces, alors l'argent ne sera pas perdu. Et donc c'est là où cette approche en conservation est vraiment importante. Sinon, on fait un peu que mettre des pansements sur des fractures et en fait, on n'a pas de résultat efficace à la fin. Et naturellement, vous sonnez avec cette étude-là la sonnette d'alarme. Est-ce que cette étude-là est reçue par qui de droit en espérant ça fasse les efforts qu'il faut pour que ça ne reste pas tabletté et qu'on oublie effectivement qu'on dise oui,
vous êtes dans la bonne direction, mais il faut améliorer les choses. Alors, je pense que dans les communautés de la biologie de la conservation, de nombreux collègues ont déjà cette information qu'il faut s'adresser aux causes. Ce qu'on espère avec cette étude, c'est montrer que ça peut marcher. Donc, avoir l'aspect positif de si vraiment on le met en place, c'est pas juste encore des mesures vaines et encore de l'argent investi sans succès. C'est que si on utilise vraiment cette approche qui est recommandée par les spécialistes de la conservation, donc de réduire les causes, alors on peut avoir des effets positifs. Et aussi, on peut s'essouffler quand on parle de conservation. Beaucoup de personnes sont un petit peu démoralisées. Et donc, d'avoir un peu de cette note d'espoir peut aider les gens à voir le positif et à continuer, on va dire, les mesures. Alors voilà, Mathilde Tissier, co-auteur de l'étude sur les espèces menacées au Canada. Je vous remercie. C'est la dernière, hein, en date, oui, Oui. euh, En qui date, pour l'instant, on a un bon retour. On a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Donc, on espère que ça mènera à des changements positifs. absolument. Et est-ce qu'on peut dire de manière générale que c'est une étude qui va dans le bon sens, c'est-à-dire une bonne étude, néanmoins qu'il faut faire attention parce que bon, il y a d'autres devoirs à faire. Voilà, bah, je ne suis pas forcément objective puisque je suis co-auteur, vous pourrez demander à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi j'ai aimé l'approche de ma collègue qui l'a menée à bien, cette approche positive, et on espère qu'il y aura d'autres signes positifs à l'avenir. Merci Mathilde Tissier, co-auteur de l'étude sur les espèces menacées du Canada. Et merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Tissier. Merci beaucoup à vous, bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.